Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, sur Politiquement Chaud ce soir. Nous allons apprécier l'apport des partis politiques à l'animation de la campagne électorale en cours pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Sur la douzaine de partis politiques légalement enregistrés au Bénin, 6 prennent part effectivement à la campagne électorale. Au nombre des 6, un seul, en l'occurrence Foscoré pour un Bénin émergent, a son candidat direct. Tous les autres battent pavillon. Dynamique, talon. Vous écouterez dans un instant les analyses de nos invités, nos spécialistes, notamment Dr Patrick Renou et Franck Kenevor. Dans la deuxième partie de cette émission, Emmanuel Bossou sera sur ce plateau avec son invité, le professeur Martial Zanou, pour poursuivre la sensibilisation sur les interdictions pendant et après le scrutin, bien évidemment en se basant sur les dispositions du code électoral. Votre rubrique Médiamétrie reprendra pour nous les commentaires, les analyses, les informations relayées, les différents aspects de l'actualité électorale relayés par les médias locaux, mais aussi les réseaux sociaux. Ce sera avec, entre autres, Naguib Alagbe. Voici pour commencer pour ce soir la sélection de reportages pour vivre l'ambiance de cette campagne électorale. C'est une œuvre de Clément Atiadé. Dimanche 28 mars, troisième journée de campagne électorale en vue du 11 avril. Enquête de suffrage et ceux posant en alternative à la gouvernance actuelle, le duo Soumanou Djimba et Paul Rompé bat le rappel de la troupe. À ce rendez-vous du Rôle des Arts de Cotonou étaient conviés les militants et sympathisants Foscori pour un Bénin émergent des départements de l'Atlantique et du littoral. Lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, et que vous réussissez à avoir ne serait-ce que le quart des votants des départements du littoral et de l'Atlantique, alors là, la réussite est garantie. Le meeting tenu ce dimanche après-midi a connu la participation des différentes couches socio-professionnelles, à commencer par les femmes des différents marchés de l'Atlantique et du littoral. Nous voulons l'épanouissement des femmes aujourd'hui au Bénin. La souffrance doit finir. Également convié à cette messe politique, conducteur de taxi-moto. En 1985, le général Kérékou a dit quelque chose. Il a dit, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Si le peuple béninois est prêt pour une alternance au pouvoir, les Béninois aussi sont prêts. Enseignants réunis au sein du MORED, Mouvement républicain des enseignants pour la démocratie et le développement. Les réformes qui ont fait que les enseignants ont été humiliés, les enseignants ont été trahis. Nous ferons en sorte, nous allons nous battre derrière le duo pour qu'au soir du 11 avril, que nous changions la donne. Les sages notables et jeunes ont pu entendre de vive voix ce que propose ce duo et qui est décliné dans le document dénommé Consensus. Nous voulons des réformes, mais chaque fois qu'il est nécessaire d'apporter des réformes, nous voulons simplement qu'on accorde un peu de considération à ceux qui sont susceptibles d'être touchés. Votre futur président de la République vous parle. Notre projet de société met au centre de ses préoccupations l'homme. Nous allons encourager l'autonomisation de la femme. Notre projet de société va œuvrer pour que chaque Béninois trouve ce qu'il faut manger par jour. Aujourd'hui, oui, nous avons les pavés, nous avons le goudron, mais les Béninois ne peuvent pas marcher sur le pavé, le goudron, le ventre vide. Cotonou donne ainsi le top de la déferlante verte dans la partie méridionale du Bénin. Le duo Djemba et Rompé peut également compter sur le soutien officiel et manifeste de l'ancien ministre Alain-François Adiou, dont la présence a été saluée par les militants. La campagne du parti Foscori pour mener émergent se poursuit pour le reste des 2 semaines
dans les autres parties du Bénin. Les militants présents au rôle des arts ce dimanche se veulent désormais des ambassadeurs de la cause Kori pour une grande participation au scrutin du 11 avril prochain. Le candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, Patrice Talon, est à Lokossa. Accueilli dans l'antre du stade omnisport de la ville par une marée humaine déjà acquise à la cause, Patrice Talon est venu à Lokossa pour, selon ses dires, obtenir la bénédiction de cette cité qu'il a toujours soutenue. Je me sens plus que chez moi ici à Lokossa. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de venir faire la campagne ici à Lokossa. Qui peut battre Talon à Lokossa? Personne. Non, je suis venu demander la bénédiction. Le numéro 1 du ticket présidentiel, Talon Talata, a partagé avec la population de la cité de l'Espérance le nouveau pacte qu'il souhaite nouer pour les 5 ans à venir avec le Bénin. Le Bénin s'est levé. Le Bénin a pris son destin en main. Le Bénin a le mérite de faire désormais face à son destin et à commencer par engager son développement. Ce mérite, il est à nous tous. Je suis venu ici également pour vous saluer, pour vous féliciter de ce que, en 5 années, nous avons montré que les Béninois pris individuellement sont des femmes et des hommes vaillants, sérieux, respectables. Et que si pendant si longtemps, nous avons traîné dans la pauvreté, ce n'est pas par la faute des Béninois pris individuellement. Ce n'est pas par la faute du peuple béninois. C'est la faute de nos dirigeants. Pour le nouveau quinquennat qu'il sollicite auprès des électeurs, Patrice Talon s'engage à poursuivre les réformes et à amorcer un virage important dans le secteur agricole. S'adressant aux jeunes durant cette grande messe, le candidat Patrice Talon a rappelé la nécessité de donner désormais une place de choix à l'enseignement technique ainsi qu'aux métiers d'avenir dans le système éducatif béninois. Pendant les 5 années à venir, quand on viendra à Lokossa, on va se croire à Petit Paris. Lokossa sera totalement assaini, tout au moins le centre-ville, assaini. Le bitume et les pavés ne seront plus une exception. Ici à Lokossa, la capitale du mono. Lokossa aura sa cité départementale, administrative. Et bientôt, mes chers amis, le développement ne sera pas que ce qui concerne nous tous ensemble, les routes et consorts. Le développement, ce sera, ça y est, pour chacun des Béninois, pour chacun des Monolais, pour chacun de vous ici, de Lokossa. Les grands axes de son projet de société décliné, Patrice Talon a pour finir appelé les citoyens en âge de voter à sortir massivement le 11 avril prochain pour aller aux urnes. En quête du suffrage nécessaire pour se faire élire président et vice-président du Bénin pour les 5 années à venir, le duo du parti Restaurer la confiance poursuit les opérations de charme sur le terrain. Première étape de l'escale dans les collines Savalou. Au pays des chaînes de collines, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président, est allé au nom du duo présenter ses civilités au roi de Savalou. Vous êtes les propriétaires de la terre. Et pour pouvoir fouler cette terre, il est normal qu'on passe vous voir et demander vos bénédictions. La délégation s'est ensuite rendue à la maison des jeunes de la ville où attendait une foule de militants, sympathisants et curieux. Pour la plupart des personnes rassemblées, le duo Corentin Korwe et Irénée Agossa est le choix idéal à opérer le 11 avril prochain. La population de Savalou est fatiguée des promesses sans lendemain et c'est pourquoi nous les jeunes de Savalou, nous optons pour l'alternance. Cette alternance est le parti Restaurer la confiance. Nous, jeunes du département des collines, sommes prêts à battre la campagne aux côtés du RLC. Nous nous mettons à votre disposition pour relayer la bonne nouvelle jusqu'au dernier recoin du département. Je ferai le job. Et me sort tout l'autre à Combo développer à tout moment.
De Savalou, le colistier de Corentin Koroué a mis le cap sur Glazoué. Dans un centre des jeunes et loisirs plein à craquer, Irénée Agossa s'est fait clair. Le candidat a relevé des insuffisances dans la gestion du gouvernement sortant, des faiblesses que le duo RLC promet corriger une fois le fauteuil présidentiel conquis. Le mot d'ordre lancé au cours de cette rencontre est simple et précis. Mes chers frères, démontrez que nous sommes capables. N'ayez plus peur. La peur détruit tout. Nous sommes là pour dissiper la peur. La vague orange doit engloutir tout le monde dans Glazoué. La vague orange doit être partout. Démontrez que nous sommes capables. N'ayez plus peur. À Savalou comme à Glazoué ce mercredi, le colistier de Corentin Koroué est largement revenu sur les grandes actions du projet de société du duo RLC. L'alternance qu'il propose prévoit suffisamment d'emplois pour les jeunes, des réalisations infrastructurelles, du microcrédit aux femmes et bien d'autres. Pour la paix et une nation prospère, ses fidèles, leurs pasteurs et plusieurs sympathisants des églises évangéliques de Boycon ont prié. Ensemble, organisateurs et invités ont invoqué la protection du Tout-Puissant sur le Bénin afin que se déroule sans heurte le processus électoral en cours. Les hommes de Dieu ont rappelé que, outre l'évangélisation, les églises jouent un rôle prépondérant pour le maintien de la paix. Et l'une de nos responsabilités en tant que pasteur, c'est de rechercher la paix et de communiquer cet élément-là à nos membres pour que cela soit répercuté dans les différents foyers. Donc nous sommes venus ce soir non seulement à prier pour la paix, mais à rechercher la paix pour notre nation. La séance de prière est organisée par la section communale Boycon de la FEMEB, la Fédération des églises et missions évangéliques du Bénin, en collaboration avec le Corps du Christ ainsi que l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Ce culte spécial a permis, en plus des supplications de l'assistance, de faire des sensibilisations. Le thème retenu pour cette séance est intitulé « Prière d'intercession pour la paix au Bénin et sensibilisation en période électorale ». Le rendez-vous de Boycon a été l'occasion pour éduquer la jeunesse béninoise, principalement celle chrétienne appelée à donner le bon exemple en adoptant des comportements non violents. Nous n'allons pas agir comme les autres jeunes d'autres pays. La jeunesse béninoise, je l'interpelle à garder ou à cultiver la paix. La paix le jour des élections présidentielles, la paix chez eux, la paix partout dans la ville, partout dans la nation. C'est alors que nous serons heureux. C'est alors que Dieu permettra à un président digne de paix de nous diriger dans la paix. Nous ne devons pas céder à aucun acte de vandalisme, à aucun acte d'incivisme. Si des gens nous remettent de petits jetons pour pouvoir poser des actes qui ne correspondent pas à ce que prôné par Christ, nous devons les refuser. Tout acte qui doit pouvoir détruire les biens publics, nous ne devons pas céder à cela. Je pense que c'est à cela que nous sommes appelés, mobiliser la jeunesse chrétienne pour prôner la paix, dire non à tout acte d'incivisme et tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour cette nation. De nombreuses communications ont été développées et des enseignements donnés. Selon les organisateurs, tout croyant devrait respecter les prescriptions divines qui ordonnent la soumission aux autorités. Pour la paix, les uns et les autres doivent se départir des actes ou attitudes qui compromettent le vivre ensemble. Voilà, merci donc pour cette ambiance de la campagne électorale. Dr Patrick Renou, Franck Kenevo, il y a une demi-douzaine de partis politiques qui véritablement prennent part à cette campagne électorale. Je l'ai dit, la Force Corée pour un Bénin émergent qui a son candidat, la personne de Alassane Ousmane Djemba. Nous avons l'Union progressiste, le Bloc républicain, le PAD, l'UDBN, Moël Bénin qui, quant à eux, soutiennent un candidat commun, Patrice Talon. Comment analysez-vous cette participation des formations politiques à la présidentielle en cours, Franck Kenevo? Merci. Je pense dans un premier temps que aujourd'hui le paysage des partis politiques est en train de se réformer, de se stabiliser. N'oublions pas que effectivement il y avait
au départ des centaines de partis politiques et que progressivement, nous en sommes à une douzaine, en tout cas moins de 15 aujourd'hui. En plus de ce dispositif, de cette réforme, il y a la question des parrainages. Il y a plusieurs partis, après la clôture du dépôt des candidatures, qui se sont plaints de n'avoir pas pu obtenir le parrainage nécessaire pour leur candidat. Donc, il y a tout cela qu'il faut voir dans un premier temps. Maintenant, ceux qui sont qualifiés, on aurait pu se demander pourquoi les autres partis qui ont été homologués, enregistrés, n'ont pas pu choisir parmi les 3 duos de candidature pour se positionner afin de participer à ces élections, ne serait-ce que de manière indirecte. Mais si on revient maintenant aux 3 duos, on constate quand même qu'il y a un duo qui ne ressemble pas à ce que le système, la réforme du système partisan aurait souhaité. C'est un duo qui n'a ni parti derrière, qui ne provient légalement d'aucun parti et qui finalement adopte restaurer la confiance comme un sigle, RLC, comme si c'était un parti politique, etc. Donc ça, c'est quand même un déchet qu'on retrouve dans cette réforme-là. Vous parlez du duo Corentin Coré et René Agossa. Oui, mais ils sont sous la bannière de la dynamique restaurer la confiance RLC, mais ils se considèrent toujours comme membres du parti Les Démocrates parce qu'ils n'ont pas été radiés, Dr Renaud. Merci pour m'avoir associé à cet échange. Je voudrais quand même souligner très rapidement que une fois que le jeu électoral a été lancé à partir donc de la campagne que nous vivons actuellement, il y a ces 3 pôles de partis politiques, de duos constitués et qui sont rentrés de plein pied dans la campagne électorale. Et nous avons, comme vous l'avez bien dit, un parti politique qui a dégagé une candidature pour participer à cette compétition électorale, et de l'autre, nous avons des partis coalisés en fait, qui ont supporté, adopté la candidature des autres et qui se trouvent être sur la ligne de départ. Dans tous les cas de figure, il y a comme des partis coalisés qui se sont revendiqués un droit. Est-ce que la charte n'interdit pas les alliances de partis politiques? Oui, la charte interdit, mais visiblement, si vous prenez... Est-ce que nous sommes en présence d'une alliance ici? Non, ce n'est pas une alliance, mais c'est des partis politiques qui ont soutenu et qui soutiennent la candidature du chef de l'État. Donc, dans tous les cas de figure, l'effet que ça donne, c'est l'effet de coalition que ça donne. C'est un effet... Donc, c'est un peu comme si on mettait ensemble des énergies pour porter une candidature. Dans tous les cas, c'est que la réforme quand même nous a permis d'échapper à ce que nous avons toujours vécu, c'est-à-dire la création des clubs électoraux, et donc d'avoir un horizon assez éclairci qui puisse permettre de constater la diminution effective du nombre de candidatures. Cela étant, c'est que si vous analysez la présence de chacun des partis ou de chacun des duos à l'aune des projets de société qui sont en vogue actuellement, vous aurez constaté qu'il y a d'un côté un groupe qui s'est bien constitué, qui a eu le temps de peaufiner son projet de société, et que de l'autre, il y a comme une spontanéité, une immédiateté qui finalement a eu raison de la qualité des différents points qui devraient servir de points importants sur lesquels devrait reposer un projet de société. Finalement, on a 3 cas de figure. Il y a un parti politique qui effectivement a secrété un candidat, désigné à son sein un candidat, et le soutien, ou un duo, et le soutien dans ce processus électoral. Il y a un candidat qui est soutenu par plusieurs
partis politiques, notamment les inspirateurs, les artisans de la réforme du système partisan. C'est vrai, le projet de candidature est baptisé La Dynamique Talon, mais soutenu par l'ensemble de ces partis politiques auxquels j'ai fait allusion. Il y a un troisième duo qui, dont les membres sont suspendus par leur parti politique, mais qui a créé une dynamique dite de restaurer la confiance. Est-ce que, au vu de ces trois cas de figure, issus de la réforme du système partisan, parce que c'est la première présidentielle qui suit immédiatement la mise en œuvre de cette réforme, est-ce qu'on peut en conclure que c'est un échec? D'abord, je pense que c'est un processus qui n'est pas allé à son terme et on se réjouit trop vite de ces résultats. Je pense deuxièmement que si vous prenez les FCBE, c'est, enfin, disons la FCBE... Oui, ça a changé de nom en tout temps. Oui, c'est la seule formation politique qui a pu susciter en son sein un duo et qui l'accompagne. Mais comment est-ce que cet accompagnement l'a fait? Moi, je ne vois pas les ténors de la FCBE derrière le duo. Je ne vois pas les maires, les conseillers et autres, les poids lourds du parti derrière le duo. Donc ça là, c'est déjà un problème que les deux qui sont les porte-voix de cette formation politique n'ont pas pu régler. Y aurait-il un malaise? C'est sûr qu'il y a quelque chose... Le consensus qu'on a vu autour de la désignation du candidat Djemba. Parce qu'il n'y a jamais eu de contestation, il n'y a pas eu doublon, tout. Mais pourquoi subitement ces ténors qu'on a quand même vus ensemble lors des communales se retrouvent absents de cette lutte-là? Deuxièmement, si nous prenons le duo Talon-Talata issu plus ou moins, parce que n'oublions pas que le président de la République n'a jamais été membre d'aucun des partis politiques qui l'accompagnent. Je ne sais pas si... Mais je crois qu'il n'est pas membre ni de l'UP ni du Bloc républicain. Donc, c'est une situation de consensus autour d'un candidat qu'on accompagne. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que sur le terrain, on ne voit aucun ténor de ces formations politiques derrière le chef de l'État. Et ça nous ramène à atténuer un peu les critiques dans le sens où, lorsqu'on parle d'une présidentielle, c'est toujours un homme qui va à la rencontre d'un peuple. Et de ce point de vue, c'est normal que les partis qui, aujourd'hui, dès que l'étape de candidature est franchie au niveau de la Sénat, lorsque la Cour constitutionnelle donne l'onction pour être candidat, je pense qu'à partir de ce moment, les partis politiques vont occuper le terrain, mais laissent la place. À un moment donné, c'est vrai, le président Talon, il a commencé avec sa colistière, mais à un moment donné, on ne voit même plus la colistière parce que justement, c'est un homme qui est candidat. Un duo n'est pas candidat parce que c'est un seul fauteuil qu'il y a. Et donc, à partir de ce moment, on peut considérer que pour la présidentielle, le rôle des partis politiques n'est pas vraiment mis en avant. Les partis politiques animent parce que les cellules, vous savez, avant de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, certainement le président de la République, le candidat, s'est assuré que dans les arrondissements, les communes, les cellules, les structures soient bien installées et en place. Des partis politiques. Des partis politiques. Oui. Donc, il s'appuie là-dessus, mais l'image qui est projetée, c'est l'image d'un candidat en campagne, d'un homme en campagne à la quête de suffrage. Qui négocie lui-même un second mandat et fait des propositions claires en son nom qui vont l'engager par la suite. Et c'est là où, au niveau des FCBE, on ne voit pas le même message. Chaque fois, les deux veulent parler. Chaque fois, les deux sont mis en avant. Ils sont pratiquement ensemble partout. Tous les théâtres, même pour le duo Kohwe-Agossa aussi. Or, l'idée, c'est-à-dire, si vous regardez la présidentielle au Bénin,
aux États-Unis, parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Ouais. Donc c'est un homme qui va à la rencontre de son peuple avec des propositions, et les partis politiques font un travail souterrain et l'accompagnent sur le terrain. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas voir UP, BR et autres investir les collectivités territoriales, les arrondissements. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les partis politiques qui soutiennent la candidature de Patrice Talon et Mariam Talatazime sont sur le terrain, qui font des meetings. On a vu suffisamment Maître Adrien Mbedi aller faire pratiquement du porte-à-porte, aller descendre dans le pays où aimer. On a vu beaucoup d'autres responsables, Abdoulaye Biachane à Séméré, à Waké. Sans le candidat, il en est pourtant le directeur national de campagne. On voit beaucoup d'autres députés, Florentin Tchaou et d'autres dans le littoral. Ce n'est pas le cas pour les autres candidats. On voit toujours les deux ensemble, mais sans leur leader politique, pour le cas par exemple de Force Correspondant Bénin émergent. Une stratégie ou comment peut-on expliquer cela? Si vous permettez, avant d'en arriver à cette question très rapidement, il me plaît quand même de rappeler que sur le point crucial de la candidature qui doit être portée par les partis politiques, il est besoin de souligner que sur ce plan précis, la réforme a donné lieu à un goût d'inachevé, parce que ce qu'on a voulu corriger, c'est de faire en sorte que les partis portent une candidature et que la candidature soit issue du rang des partis politiques. Ce que nous n'avons jamais eu au Bénin depuis un bon moment. En tout cas, si on questionne l'histoire politique du Bénin, on se rend compte que les candidats ne sont pas membres de partis politiques. On a voulu corriger à partir de la réforme. Ouais. Sur ce plan précis, on se rend compte que du côté du camp présidentiel, donc le président candidat à sa propre succession, on se rend compte qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Et de l'autre côté également, le duo Korkwe et René Agossa, ils ont créé vraiment de toutes pièces une dynamique pour se faire inscrire sur la liste de départ à la présidentielle. Troisièmement, vous avez seulement les FCBE, et là encore, ce n'est pas une candidature mûrie. Ça veut dire que les partis politiques qui ont pour mission d'animer la vie politique et donc de proposer des alternatives de façon à conquérir et à exercer le pouvoir d'État, ces partis politiques, en tout cas à l'aune de la réforme, on se rend compte qu'il y a encore eu un échec cuisant et qu'il va falloir corriger les années à venir. Pour en venir maintenant à votre question, c'est que, comme vous le savez, la candidature qui émerge donc de la majorité présidentielle a eu le temps donc d'être mûri. Il y a eu une stratégie bien mûrie, il y a un développement de plans de campagne, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et donc, il va falloir, en tout cas, passer à une restructuration de façon à ce que le jeu politique puisse se jouer convenablement pour que, de l'extérieur, on ait un regard beaucoup plus pertinent qui montre que nous avons en face des forces qui veulent conquérir le pouvoir et le fauteuil présidentiel avec une stratégie bien définie. Alors, puisque notre plateau, ça fait débat, n'aura pas lieu ce soir, le plateau initialement consacré à la proposition de réforme annoncée par le candidat Patrice Talon à l'occasion de sa rencontre avec les étudiants au Palais des Congrès. Le plateau n'aura pas lieu ce soir, c'est reporté pour la semaine prochaine. Alors, on pourra donc continuer rapidement notre discussion sur un autre aspect de ce thème. Alors, nous sommes dans une campagne électorale où on constate que l'ensemble des partis politiques soutenant l'action de Patrice Talon mouillent le maillot. Avant l'élection, avant la campagne, ces partis ont été, réhabilités par le président qui est allé vers eux, notamment l'UDBN, le PRD, Moël Bénin. Est-ce qu'on peut considérer, au regard de leur participation à cette campagne électorale sous la bannière de la dynamique Talon, que ces partis politiques satellites de la majorité au pouvoir ont été réhabilités, Dr Renaud? Réhabilité, dans quel sens? Il est difficile à l'étape actuelle des choses de dire, parce que du point de vue des tests en vigueur, ce n'est pas une réhabilitation. Mais c'est un fait que lorsqu'on est en face d'une candidature, il se dessine des schémas qui, pour soutenir une candidature,
qui pour la désavouer. Et il s'est fait que le camp présidentiel qui a eu le temps donc d'asseoir une politique agressive en la matière a réussi à drainer envers lui un nombre important de partis et de mouvements, parce que, comme je l'ai souligné par ailleurs, on ne peut pas échapper totalement à ce que j'ai décrit comme étant une œuvre des aiguiseurs d'appétit politique. Parce que, en tout état de cause, vous avez une formation qui est beaucoup plus structurée et qui va à la conquête du pouvoir, mais veut faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité. Il est plus facile d'aller de ce côté-là que d'avoir à construire toute une opposition qui t'a désarçonné une structure qui est déjà agressive sur le terrain. Et donc, on s'est rendu compte que nous avons d'un côté ces différents partis et mouvements, mais ce n'est pas comme une caution légale que l'on apporte, mais c'est justement que dans l'animation de la vie politique, dans l'animation de la campagne elle-même, on a besoin des supports pour ratisser l'âge, pour faire en sorte que politique, la victoire soit de son côté. En politique, il y a certains modes de calcul qui ne sont pas admis, c'est-à-dire que la politique ne s'embarrasse pas de la soustraction, de la division. Il faut, chaque voix compte, notamment nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle ou la circonscription électorale, c'est tout le pays. Alors, on sait quand même que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les deux blocs, l'UP, le BS, nobaient plus ou moins des partis politiques tels que le PRD, l'UDBN, Moël Bénin, qui ont été constitués envers et contre le souhait du prince, du chef de l'État, de les voir tous dans de grands groupes, qui ont résisté, qui se sont montrés extrêmement résilients, mais aujourd'hui, qui participent à la campagne électorale au même titre que les deux blocs principaux, deux blocs majeurs, inspirés par Patrice Talon. C'est pourquoi je me demandais, est-ce que quelque part, ce n'est pas une réhabilitation pour ces partis politiques? Oui, sur le plan politique, effectivement, on peut dire que c'est une réhabilitation. C'est-à-dire, à un moment donné, le président de la République est allé vers eux pour dire « oui, je vous considère comme membre à part entière ». Il a même promis de travailler à leur promotion, de la majorité présidentielle, alors que jusque-là, on avait l'impression que c'était des membres entièrement à part de la majorité présidentielle. Ça, c'est une réhabilitation politique. Mais ce que je constate, c'est que il faudra attendre que le prochain gouvernement, si jamais c'était Patrice Talon qui était reconduit, qu'on puisse voir ces formations politiques émerger au sein du gouvernement, au sein des entreprises d'État, etc., etc. Parce que justement, la difficulté liée à ces partis politiques, c'est que si vous prenez le PRD aujourd'hui, c'est toujours l'OME, son fief. Si vous prenez Moël, ils sont en quête d'une jeunesse d'un certain niveau donné. Si vous prenez l'UDBN, c'est quand même l'Atlantique, le littoral, un peu... bon, donc c'est ce que la réforme est venue justement combattre. Et donc, à partir de ce moment, on peut comprendre... Si ces partis ont une existence légale, c'est qu'ils ont réussi à montrer, à trouver un ancrage national, à avoir des membres fondateurs. Non, l'ancrage là est théorique. Dans chaque commune. C'est-à-dire, si moi j'ai les moyens aujourd'hui, je peux sillonner les 77 communes et recueillir les dossiers et faire l'Assemblée générale constitutive d'un parti politique. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère envers ces partis? On a vu Jacques Ayadi à Gassar récemment, on a vu Claudien Prudencio aller parcourir monts et vallées pour des meetings de l'UDBN. Je vous assure que si on va à une élection populaire de liste aujourd'hui, comme les communales, les municipales et les législatives, on a vu le PRD il y a moins d'un an. Ils n'ont pas pu réunir les 10%. Moël n'a même pas pu participer. L'UDBN aussi n'a pas réuni les 10%. Alors, si on est honnête, c'est que la survivance de ces formations politiques peut être tolérée jusqu'à ce qu'on leur permette d'émerger et d'avoir l'envergure nationale requise. Parce que à partir de ce moment, si dans 5 ans, on tolère
ces partis satellites, c'est que on est en porte-à-faux avec la réforme qu'on a portée. Donc moi je pense que on peut les laisser encore faire leurs preuves et voir si d'ici quelques années ces partis politiques pourraient s'enraciner au niveau national. Le dit Tibus Adagbe, il n'y a plus d'ouvriers de la 36e heure. Maintenant, tout le monde est à la même heure. Le compteur est ramené à zéro. Plus personne ne pourra reprocher à ces partis politiques de ne pas être ouvriers de la première heure de Patrice Talon à l'occasion du partage de gâteaux. Si il est réélu. On regarde la configuration de ces partis politiques, à part le PRD, je crois que Moël, c'est les partisans du chef de l'État qui ont rejoint, c'est vrai, un leader qui n'était pas rupturien au départ. Mais bon, donc moi je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer que cette réforme-là nous amène vers des blocs 2, 3, 4 au maximum, comme aux États-Unis, comme en Côte d'Ivoire. On sait que si 2 blocs réussissent à s'entendre pour soutenir un candidat, ce candidat peut passer. Je crois que l'idéal, c'est ça. De sorte que quand quelqu'un veut être candidat à la magistrature suprême, cette personne-là provient de ces formations politiques qui existent et on sait que soit c'est la droite, soit c'est la gauche ou c'est le centre. À partir de ce moment, on aura une lisibilité lorsque vous votez pour tel. Parce qu'aujourd'hui, la gauche soutient la même personne que la droite. Alors donc, il est nécessaire que cette personne-là puisse faire l'arbitrage entre ces idéologies. Apparemment, il va être difficile. Oui. Tant que Patrice Talon est candidat, il sera difficile de voir UP s'opposer à OBR. Parce qu'il est inspirateur de ces 2 formations politiques. Oui, et puis, si vous permettez... On a encore quelques secondes. Oui, si vous permettez, la nature de l'élection nous met vraiment dans la situation que vous venez de décrire. Si c'était une élection, si c'était des élections législatives, le jeu allait se mener autrement. Et il en va de même pour les élections communales et locales. Ici, on est dans une élection présidentielle. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas à caporaliser la suivi d'un parti politique dit satellite. Est-ce que ces partis-là sont en règle vis-à-vis des tests en vigueur? Si oui, on les laisse, quitte à ce qui est une sélection naturelle. Parce que le rapport... Il y a même une sélection légale. Le rapport... Non, ils ont déjà eu une reconnaissance légale. À partir de cet instant, il n'y a plus à décider de leur disparition. Parce que d'ailleurs, la loi a précisé, vous devez participer à un certain nombre d'élections où vous disparaissez. Et puis, c'est ça qui met en relief la sélection naturelle. Une fois que vous êtes constitué, vous devez de vous battre, d'exister et d'animer la vie politique et de ratisser l'âge pour recruter le nombre important de militants pour vous permettre de continuer à influencer le cours normal de la vie politique dans la République du Bénin. Vous savez quoi, docteur Patrick Renou, Franck Keneva, nous allons poursuivre nos discussions le lundi. Vous savez, le lundi, c'est le 5 avril, date en principe selon pas l'ancienne constitution, la constitution non révisée, où le mandat de Patrick Talon devrait prendre fin, mais vous savez, il est au pouvoir jusqu'en mai prochain, le 23 mai, où le nouveau président élu va prêter serment. On aura d'autres sujets de discussion. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être passé. Merci. Eman Parfait Aniabossou va recevoir dans une poignée de secondes le professeur enseignant-chercheur Martial Tibus Zanou. Il est spécialiste du droit pénal et des sciences criminelles. Nous allons continuer avec notre sujet, à savoir les interdictions pendant et après le scrutin. Voici le monitoring. Eman Parfait Aniabossou, bonsoir. Bonsoir André Dossa. Professeur Zanou, bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre les infractions électorales. Eman Aniabossou, c'est sous votre houlette. Tout à fait, professeur Zanou. Martial Tibus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de droit des universités, vous êtes spécialiste en droit pénal et sciences criminelles. Alors, comment comprendre
le code électoral en ses dispositions, par exemple 51. D'accord. Vous savez, la garantie de sécurité durant le processus électoral est essentielle pour promouvoir la paix et donner la possibilité aux citoyens d'aller exprimer leur suffrage en toute sérénité et en toute quiétude. Et c'est pour cela que le législateur a prévu des garde-fous et des mécanismes que vous avez nommés tout à l'heure par le concept effraction pour sanctionner les contrevenants aux dispositions des tests en vigueur. Vous avez évoqué l'article 51 oui, du code électoral, tout dans à fait. son alinéa 2, oui, qui dispose que toutes les manifestations culturelles ou événements publics ou toute autre manifestation de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale sont interdits. Pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote, sous peine de sanction. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette veine, le ministre de l'Intérieur a rappelé dans un communiqué rendu public hier que la perturbation de la campagne électorale à travers la destruction des affiches des candidats et l'attaque des sièges des campagnes sont punis par la loi. Donc vous voyez, toutes ces dispositions intègrent les sanctions qui sont prévues par le code pénal. Et en la matière, il s'agit de l'intimidation d'un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne, infraction prévue par l'article 261 alinéa 1 du code pénal qui prévoit un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Ce sont des comportements qui peuvent paraître anodins, mais qui ont toutes leurs conséquences à l'endroit des auteurs. Professeur Zanou, c'est vrai, l'article 51, dans son alinéa premier dit les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires du présent code. Ça veut dire qu'en même temps que les mêmes dispositions autorisent des manifestations, ces mêmes dispositions interdisent des manifestations. Oui, M. Naossou, vous l'avez si bien dit. Actuellement, si vous observez sur toute l'étendue du territoire national, les différents candidats sont en train de procéder à la sensibilisation et à la campagne de leurs électeurs, sans pour autant que les législateurs n'interviennent pour agiter une sanction quelconque. Donc, dans cette logique, le législateur donne la possibilité à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral de pouvoir manifester, de procéder à des rassemblements pour conscientiser leur électorat et leur demander de leur accorder leur suffrage. Là, c'est la règle. Ce qui est interdit, eh bien, c'est de procéder par les mécanismes que je viens d'énoncer pour perturber l'ordre et la tranquillité publique. Ce sont ces comportements qui sont répréhensibles. Donc, ce que la loi autorise, elle ne peut pas la sanctionner. Mais c'est ce qui est interdit qui est sanctionné par la loi. Est-ce que je suis un parti politique et que je ne suis par exemple pas candidat à cette élection présidentielle, est-ce que dans le cadre de mes prérogatives d'animation de la vie publique, je peux organiser des manifestations? Les manifestations, pour organiser ces manifestations qui intègrent la période électorale, cela est sujet à des autorisations. Donc lorsqu'un acteur politique de façon isolée se lève et procède ou organise un rassemblement qui n'est pas conforme aux dispositions prévues par la loi, eh bien il est en infraction avec la loi. Tout ça est réglementé.
C'est-à-dire que quand nous sommes en période électorale, il n'est pas question de manifester pour revendiquer quoi que ce soit, c'est pas... oui. Est-ce que c'est ça, professeur Zanou? Non, lorsque nous sommes en période électorale et qu'il y a ce genre de comportement, le législateur l'a qualifié d'intimidation d'un candidat ou de groupe de candidats faisant campagne. C'est un moyen de pression. Et c'est ce qui est sanctionné par le législateur. C'est proscrit et ça ne doit pas se faire. Voilà, tout simplement. Professeur Zanou, c'est vrai, nous sommes là en période de campagne. Quelle autre activité est interdite en période de campagne avant qu'on ne passe même au jour du scrutin? Merci. Avant le scrutin, j'ai parlé de l'intimidation d'un candidat ou d'un groupe de candidats. Nous l'avions dit la fois dernière, c'est toute une série d'infractions. Nous allons revenir un peu sur quelques-unes, celles qui n'ont pas été abordées lors de notre dernière émission. J'ai parlé de l'intimidation d'un candidat ou d'un groupe de candidats. Nous avons évoqué la participation à des manifestations culturelles ou traditionnelles interdites qui participent de la restriction de la liberté des citoyens. Nous avons aussi l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État d'une personne morale publique, institution ou organisme public à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote. Donc, ce sont des moyens illicites qui sont prévus par l'article 263 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement d'1 an à 2 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Oui, justement, quelle compréhension doit-on avoir de ces dispositions-là? Quand je prends le code électoral, c'est article 55 du code électoral, l'utilisation des attributs, moyens, biens, moyens de l'État, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics, aux mêmes fins et reste interdite 1 an avant tout scrutin et jusqu'à son terme, notamment sur des sociétés, offices, projets d'État, institutions internationales, sous peine de sanctions prévues au code pénal. Alors, donc, vous faites bien de poser la question, je m'y attendais un peu. Quand le législateur dit que l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, d'une personne morale publique, ou des institutions ou organismes publics à des fins de propagande, pouvant influencer, bien évidemment, le vote, sont interdits. Alors, cela voudrait dire concrètement quoi? Il ne peut pas y avoir une confusion de rôle. Lorsque des acteurs politiques sont candidats, la campagne doit se faire avec leurs propres moyens, sans pour autant, quelle que soit leur implication à un degré divers dans le processus de la campagne, qu'ils n'utilisent les moyens de l'État. C'est ce que le législateur réprime. Et d'ailleurs, subséquemment à cela, il est important que tout le monde le sache, le Code pénal, dans son article 265, alinéa 2, interdit la distribution aux heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande par un agent public. La sanction, emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs. Ce qui voudrait dire, c'est vrai, nous avons nos concitoyens, il y en a qui sont dans les services publics, il y en a qui sont des fonctionnaires, eh bien, il faut qu'ils sachent que ces mécanismes, pendant qu'ils sont en fonction et à leurs heures de service, la loi leur interdit formellement de devoir se livrer à ces genres de comportements. S'ils sont épinglés, ils tombent sous la sanction de la loi. Ils peuvent le faire à leur convenance, mais en dehors du cadre légal de leur présence sur leur lieu de travail. Professeur Zanou, article 56 du Code électoral, en tout état de cause, c'est assez long, mais on va le lire quand même. Il est interdit sous peine des sanctions prévues au Code pénal à tout préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission internationale autonome, à tout membre d'institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans les institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement, d'une manière quelconque, sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen, ou pour susciter ou soutenir sa candidature
ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui concourt. Par le passé, on a quand même vu, c'est vrai que ce n'est pas pour cette élection, on a vu des préfets se prononcer pour des candidats. Ça veut dire qu'ils étaient sous le coup de la loi, c'est ça? Ah oui, si cet interdit est prévu par le Code, donc bien évidemment, ce sont des comportements, des attitudes déviantes. Ouais. Et il va falloir y être très regardant. Personne n'est au-dessus de la loi et nous avons tous l'obligation de nous conformer aux dispositions des tests en vigueur qui régissent notre République. Le jour du scrutin, qu'est-ce que la loi interdit, professeur Zanou? Bien. Pendant le scrutin, il y a une série d'infractions prévues par le Code pénal qui font l'objet de récrimination. Empêchement au vote par fausse nouvelle, calomnie ou autre manœuvre frauduleuse, ou la propagande anti-vote, par exemple. Prévu à l'article 254 du Code pénal, qui va valoir à son auteur un emprisonnement d'un mois à 1 an et une amende pouvant aller de 1 million à 5 millions de francs CFA ou une peine d'inéligibilité pouvant aller de 3 en 5 ans. De la même façon, l'empêchement au vote par attroupement et des voies de fait ou menaces sont interdits par le Code pénal. À savoir que c'est l'article 243 du Code pénal qui prévoit pour leur auteur un emprisonnement de 6 mois au moins et de 2 ans au plus, assorti d'une interdiction du droit de vote d'élection et d'éligibilité pendant 5 ans ou 10 ans au plus. Et lorsque le fait a été commis par suite d'un plan concerté, c'est-à-dire les contrevenants se sont concertés pour empêcher leur vote au travers de leur mécontentement, de leur agissement par attroupement ou des voies de fait. C'est-à-dire, quand on parle de voies de fait, ça peut être des comportements, des actes positifs, des brimades attentatoires à l'intégrité physique de certains citoyens qui sont là pour défendre la cause de leur candidat. Donc ces voies de fait et menaces sont réprimées par la loi. Et lorsque cela a été fait de façon concertée avec d'autres individus, d'autres personnes, eh bien l'emprisonnement court de 6 mois au moins jusqu'à 5 ans. Voilà. Alors, toujours pendant le scrutin, le port des emblèmes aussi distinctifs des candidats sur les lieux de vote et la propagande pendant le jour du scrutin, article 265, alinéa 1 du Code pénal, est interdit. Vous savez, dans l'engouement et dans la fougue des élections, et c'est pour cela que votre émission est vraiment à propos, pour sensibiliser la conscience de nos téléspectateurs et de nos concitoyens sur des comportements qui sont de nature déviante et qui peuvent leur valoir des sanctions. Je dis toujours en matière pénale, la liberté, on ne l'apprécie que lorsqu'on la perd. C'est fondamental. La liberté, c'est un droit consacré par toutes les constitutions et par toutes les déclarations universelles des droits de l'homme. La liberté d'aller et venir, c'est un droit consubstantiel à notre existence. Mais dès lors qu'on la méconnaît par un agissement, par un comportement répréhensible, eh bien, ce sont les autorités judiciaires et pénitentiaires qui vont régenter la liberté. Donc c'est pour ça qu'il est très important que nos citoyens, nos concitoyens le sachent. Et dans ce cas de figure, l'emprisonnement est de 1 à 2 ans et une amende de 5 millions à 1 million de francs CFA. Et je n'ai pas terminé. La distribution, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande sur les lieux de vote est formellement interdit. Et c'est d'ailleurs, vous allez le constater,
pendant la période de campagne, le législateur a fixé un seuil jusqu'à la clôture tout à fait de la campagne, avec injonction à tous les staffs des candidats de devoir, avant minuit, retirer toutes les affiches sur tous les panneaux publicitaires avec l'effigie de leur candidat. Tout ça pour éviter d'influencer le choix du citoyen et lui laisser la latitude d'aller exprimer en toute sérénité et en toute connaissance de cause son vote pour celui du candidat pour lequel il aura choisi de confier la destinée de notre cher et beau pays. Professeur Zanou, oui? En matière pénale, est-ce qu'on peut se tromper de bonne foi? La vieille mère, elle s'est levée le matin, elle a mis son t-shirt à l'effigie, elle a très enthousiaste, elle a mis son t-shirt à l'effigie du professeur Zanou Tiburce pour aller voter. Est-ce qu'elle peut se tromper de bonne foi? Il appartient, et c'est d'ailleurs, vous voyez, par ces différents canaux, il appartient aux personnes sachantes qui ont un minimum d'instruction d'attirer, comme nous venons de le faire, l'attention de nos concitoyens, de nos parents, sur ce qui est répréhensible, sur ce qui est prévu et sanctionné par le code pénal. C'est vrai, on n'a pas la prétention d'avoir terminé avec toutes les infractions prévues au jour du scrutin. Il y a d'autres qui sont également prévues. Il y en a d'autres. Vous avez l'achat à vente d'un suffrage au cours d'une élection, l'empêchement, le vol frauduleux, l'entrée d'un citoyen avec une arme visible ou cachée dans le bureau de vote, eh bien, est sanctionnée. Et même l'introduction de boissons alcoolisées sur les lieux de vote, bien évidemment. Une personne... Ah, mais c'est prévu par le code pénal dans son article 253. Parce que lorsqu'on prend de l'alcool... On pourra continuer lundi alors, si vous le permettez. D'accord. Lundi, j'espère qu'on est là. Pour revenir sur ce qui peut paraître détail alors que c'est très important. Merci, professeur. Merci d'être passé. Monsieur le journaliste. Merci. Merci beaucoup, Herman Pafianerous, de nous avoir fait le professeur Zanou pour nous aider à mieux comprendre les dispositions du code électoral qui encadre le déroulement, l'organisation du scrutin. Je vous souhaite bonne suite de soirée. Elle est la seule femme dans le starting block de cette présidentielle, colistière de Patrice Talon. Mariam Talata Zimé est le portrait que nous vous proposons aujourd'hui dans Politiquement Chaud. Juste après ce document signé Akime Ousseini, nous vous proposons la rubrique Médiamétrie, Dieudonné Katakula, Nagui Balagbe et Manania Bossou cette fois-ci. Derrière ce regard inquisitoire se cache sérénité, assurance et droiture. Mariam Talata, pour coller avec la signification du prénom autochtone, serait née un mardi, deuxième jour de la semaine. C'est peut-être une bienheureuse coïncidence parce que finalement le chiffre 2 colle bien avec la native du 07-07-1963. Mariam Talata Chabi, épouse Zimé, est professeure certifiée de philosophie. Inspectrice de l'enseignement secondaire et directrice par ailleurs de cet ordre de l'enseignement, la rigoureuse censeur du CEG Hubert Maga de Parakou, département du Borgou, a marqué bien d'élèves et d'enseignants indélicats. L'anecdote raconte qu'elle a mené une lutte implacable contre la déperdition scolaire des filles due à des grossesses contractées. Militante engagée pour l'affirmation de la jeune féminine, Mariam Talata Chabi Zimé a siégé au sein du conseil communal de Parakou durant cette année 2008-2015 sous la bannière des forces Kori pour un Bénin émergent. C'est avec cette écharpe qu'elle fera parler son engagement et sa détermination au service de l'Union des femmes élues conseillères en qualité de présidente des départements de l'Aliborie, du Borgou et des Collines. Femme de caractère et de conviction, Mariam Talata Chabi Zimé a mouillé maillot pour l'Alliance Soleil. Dans le prolongement de son combat politique sans tambour ni trompette, elle comptera parmi les membres fondateurs de l'Union progressiste au sein de laquelle elle sera positionnée seconde et donc suppléante du ministre Sakalafia aux dernières législatives. Le 2, finalement, chiffre porte-bonheur de Mariam Talata, la suppléante du premier flic national sera appelée à officier au palais de gouverneur en qualité non seulement de députée, mais cerise sur le gâteau, elle sera faite première vice-présidente de l'institution parlementaire,
Une première dans l'histoire est donc la seconde personnalité du second pouvoir consacré par la constitution béninoise. Femme discrète et pragmatique, Mariam Talata Chabi Zimé a décidément un sucré avec le chiffre 2. Alors qu'elle ne figurait nulle part sur la shortlist des candidats proposés pour accompagner le candidat de la mouvance présidentielle, la courageuse et dévouée militante est désignée par le candidat Patrice Talon comme colistière. Si le ticket est validé au soir de la présidentielle du 11 avril prochain, Mariam Talata Chabi Zimé deviendra la première femme vice-présidente de la République du Bénin aux prérogatives clairement définies par la loi fondamentale modifiée de novembre 2019. Mariam Talata Chabi Zimé comptabilise 57 printemps, native de Pereret. Elle est mère de 4 enfants et mariée à un ingénieur agronome. Nagib Alagbe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dieudonné Katakula, bonsoir ou rebonsoir Emon Aniambossou. Nagib Alagbe, vous suivez pour nous la campagne traitée, relayée par les médias. Tout à fait. À la conquête de l'électorat, les 3 duos candidats voyagent à travers monts et vallées et savent soumettre à l'appréciation des Béninois leur vision pour le Bénin des 5 prochaines années, lesquelles sont déclinées chacun dans un projet de société fortement relayé par les médias. Les journaux parus ce vendredi font écho une fois encore à l'offre des candidats dans différents domaines. Et la publication des projets sociétaux qui se poursuit également dans les médias. Le duo Restaurer la confiance, par exemple, préconise une politique offensive pour l'emploi. Corentin Corou et son colisté vont lutter contre le chômage. Leur stratégie occupe les colonnes du journal Fraternité. Leurs propositions, incubateurs d'entreprise, accès au financement, mesures d'incitation fiscale, augmentation du salaire minimal interprofessionnel garanti. Toujours avec Fraternité, le duo Cori présente sa formule pour booster la culture, l'artisanat et le tourisme. Il entend faire du Bénin d'ici 2026 un pays à culture rayonnante, la culture qui devra servir d'appui pour le développement du tourisme. Dieudonné Katakula, Edman Aniambossou, avant de vous faire participer à ce débat, je vous fais la question à Nagui, peut-être qu'il a des éléments déjà pour nous dans sa rubrique. Les partis politiques qui accompagnent les duos, comment ça se vit à travers les réseaux sociaux? Oui, la campagne, c'est également les partis. Presque tous sont sur le terrain et mènent un peu partout les offensives pour la victoire de leurs candidats en la matière. Ce ne sont pas les duos de l'opposition qui sont les plus gâtés, pas un seul qui croit en la restauration d'une quelconque confiance. Conséquence, le duo Corou et Agossa devront compter sur leur propre capacité à se déployer. Et il n'en est pas ainsi du duo Cori qui a son propre candidat. Et par contre, il pourrait avoir redit sur l'activisme du parti lui-même derrière le duo. Patrice Talon, quant à lui, à la faveur des partis, et on peut le ressentir sur le terrain. Tous s'activent, l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau et le Bloc républicain sont probablement les plus en vue, comme on peut le lire dans les journaux parus ce jour. Bénin intelligent, Fraternité, Le Soleil, Bénin font écho de la présence certaine de l'UDBN sur le terrain. Le parti a même reçu l'onction de Ouida en vue de la victoire du duo Talon-Talanta. Et c'est le Bénin intelligent qui nous le confirme. Voilà. Nos experts, nos spécialistes en parlaient à l'entame, Franck Kenevo et Dr Patrick Renou, les duos et les partis politiques, le soutien des partis politiques, qu'en est-il selon vous? Non, ça s'observe, comme il a remarqué dans les médias. Il faut dire que le duo Talon-Talata est soutenu par 5 partis politiques, je crois. Sinon 6, parce qu'il y a FCDB, je crois, qui s'ajoute qui n'est pas très visible. Et apparemment, ils ne sont même pas sur les affiches. On ne voit pas ça. Donc, je crois que c'est comme une compétition autour du candidat Patrice Talon, où chaque parti politique veut montrer que c'est lui qui arrive à mouiller le plus le maillot. Et vous allez observer un regain d'activisme, surtout de l'UDBN de Mme Claudine Prudencio,
qui occupe les médias, qui occupe le terrain aussi par diverses manifestations et qui montre que vraiment il mouille le maillot auprès du président. Il y en a de même aussi pour le parti Mouel Bénin quand même, qui prend quelques initiatives et qui arrive aussi à sortir, à montrer aux populations qu'ils sont aussi là. Ce que moi j'observe, c'est que les deux blocs qu'on peut dire traditionnels autour du chef de l'État, le bloc républicain et l'Union progressiste, de ce côté j'ai observé qu'il y a une certaine suffisance. Peut-être que les gens on ne les voit pas peut-être dans les médias ou autres, mais on observe comme une certaine suffisance où peut-être que les gens ont déjà leur machine de proximité active et peut-être qu'ils préfèrent une campagne porte-à-porte, une campagne de terrain plutôt qu'une campagne média et laisser tout ce qui serait visible au bureau autour du candidat, à la dynamique de talent, si on peut l'appeler ainsi, pour continuer le travail sur le terrain. Donc le bloc lecture de cette participation des partis politiques. Voilà, le bloc républicain et l'Union progressive semblent avoir opté pour peut-être une politique ou un travail de terrain. On ne les observe pas trop dans les médias et surtout l'Union progressiste on ne sait même pas s'ils sont là. Est-ce que c'est une suffisance ou est-ce un choix stratégique de ne pas mettre en avant le parti, mais plutôt de laisser le candidat avoir que les projecteurs braqués seulement sur sa personne? Je ne sais pas si cela relève d'une stratégie. Oui, mais au même moment, on voit quand même le bloc républicain multiplier les activités. Ses leaders sont tout le temps sur le terrain et le font savoir. L'UDBN, n'en parlons même pas. Ça doit être actuellement le parti politique qui se montre le plus actif dans les médias et dont les activités sont suffisamment relayées. Amana Naboussou, est-ce que vous partagez le point de vue de Doni Katakula sur cette participation, notamment médiatique, des partis politiques à la campagne de leur candidat Patrice Talon? Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière cette élection présidentielle se joue également une autre paire de manches. Ça se joue également l'avenir des partis politiques en 2023. 2023, n'oubliez pas que nous allons faire des élections législatives. Et donc, les partis politiques qui étaient déjà qui soutenaient Patrice Talon et qui n'ont pas d'élus députés ou d'élus communaux sont en train de mouiller le maillot pour montrer qu'en réalité ils maîtrisent vraiment leur zone, et c'est ça d'ailleurs qui témoigne de cette hyperactivité. Vous avez vu de Claudine Prudencio, l'UDBN, à Ouida hier on a vu l'UDBN aux côtés de Patrice Talon, dans d'autres régions également l'UDBN qui mouille le maillot, même en l'absence de Patrice Talon, l'UDBN travaille. Idem pour le PRD, Maître Adem Oubedi qui est pratiquement fait du porte-à-porte à Porto Novo. Il y a également le Mouel Bénin qu'on voit sur le terrain avec Jacques Ayadi et consorts. Voilà, FCDB qui n'a pas totalement montré son hyperactivité sur le terrain, mais il n'y a que l'UP et le BR peuvent se taguer d'avoir déjà eux des élus députés, des élus communaux. Alors, est-ce que ces élus-là travaillent en sourdine, donc font des activités sur le terrain, dans leur fièvre? C'est la question qu'on n'est pas encore parvenu à résoudre. Mais toujours est-il que je pense que les partis politiques qui n'ont pas de députés aujourd'hui font tout pour se positionner déjà, montrer qu'ils ont des fiefs et donc il faudra compter avec eux pour 2023. C'est ce que je pense. Oui, il y a comme d'un côté un parti ou des partis qui disent qui sont dans du confort, qui sont dans une sorte de confort et qui, fort peut-être de leur victoire successive aux dernières élections, se disent peut-être bon, on n'a plus rien à prouver, on fait ce qu'on a à faire et puis basta. Par contre, il y a les partis qu'on peut considérer comme étant un peu des rachetés, parce que n'étant pas dans la dynamique de la mouvance par le passé, ont quand même l'occasion de montrer un peu ce qu'ils valent. Donc voilà, le bloc républicain est un peu plus actif peut-être que l'Union progressiste, mais ce n'est pas le même activisme qu'on leur connaît, par exemple, tel qu'on les a vu faire pendant les communales, pendant les législatives, etc. Par contre, le Mouel Bénin, le PRD, l'UDBN, on l'a vu, ils cherchent quand même à montrer qu'ils sont là. Est-ce que l'activisme des partis politiques soutenant un candidat ou un autre doit forcément se mesurer à l'aune de leur présence médiatique, de leur exposition médiatique?
Bon, vous savez, nous sommes aussi dans le marketing politique. Et pour impacter aussi, il y a d'une part l'effet que vous faites au plan visuel, mais aussi l'impact que votre action peut mener dans les urnes, surtout dans vos fiefs. Si vous avez la coordination, par exemple, puisque dans la répartition des rôles, si on estime qu'un parti est plus influent dans une localité que d'autres, on confie le leadership à ce parti et les autres suivent. Donc, ça va se mesurer sur ces deux plans-là. Mais je dirais aussi que l'activisme médiatique ou la présence sur la scène, sur le terrain et autres, je crois que ça participe aussi du leadership d'un parti, de la capacité de ce parti à se rendre visible sur le terrain et à rendre visible ses actions. Ce faisant, peut-être, ça peut plus attirer l'attention du chef, parce que ne l'oublions pas, les partis politiques la courent aujourd'hui derrière le chef de l'État pour organiser telle ou telle chose, parce que quoi, à la fin de l'élection et pour la formation du gouvernement, ces partis politiques vont vouloir aussi insérer, avoir des places au siège du conseil de siège autour de la table du conseil des ministres. Ils vont vouloir faire nommer des directeurs, et peut-être que pour les prochaines élections législatives qui viennent, ils vont vouloir aussi avoir une certaine bénédiction du chef, ou avoir des gens suffisamment forts pour les aider quand même à constituer les listes telles que le code électoral l'a prévu. Parce qu'on a observé que les partis là, Moël Bénin, UDBN et autres, c'est des gens qui ont été déboutés sur des détails ou sur des manquements au niveau de la constitution des dossiers. Donc peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas des gens peut-être qui sont au fait d'un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas pu. Donc c'est aussi la bataille pour s'imposer dans le gouvernement qui vient. Mais comme l'a dit Eman Parfait à Niambossou, pour les législatives qui viennent, parce que c'est aussi leur suivi. Le code électoral est clair. Si vous ne participez pas à 2 élections législatives successives, vous disparaissez. Vous perdez votre existence légale. Et je suis sûr que quand les élections de 2023 vont finir et que ces partis aujourd'hui qui ne participeraient pas, le ministre de l'Intérieur n'aurait pas froid aux yeux que de leur envoyer une note qui constate que leur parti n'existe plus. Le code l'a d'ailleurs dit. Justement sur la question, André, je pense que nous sommes ici dans un contexte d'élection présidentielle où c'est le candidat qui va au contact des populations. Alors, vous voyez un peu quand vous êtes candidat à une élection comme ça, que vous avez à vous seul 6 partis politiques, donc avec des visions plus ou moins, concurrentielles qui veulent se montrer auprès de vous, vous êtes obligé d'organiser la campagne de sorte qu'il n'y ait pas de confusion sur le terrain. Vous avez constaté avec moi que vous ne verrez sur aucun des panneaux la photo de Talon Talata avec un autre logo de ci ou de ça. Non, on a maintenu le logo que Talon avait utilisé en 2016 pour venir au pouvoir, avec à ses côtés Talata. Et même, je crois avoir lu un communiqué du directeur de campagne de ce duo-là qui dit non, qu'ils ne veulent pas avoir des affiches avec tel soutien, tel voilà, qui est d'autres charges graphiques. Donc je pense que tout est bien organisé pour quand même qu'on puisse faire en sorte que des gens puissent savoir distinctement pour qui est-ce qu'on vote. Et c'est Talon et c'est Talata. Et donc nous sommes ici dans le contexte là, c'est que quand vous avez un fief, vous organisez la zone, pour que celui qui vient, c'est pas, je dis que mendiant de griffe, celui qui vient demander aux populations de voter pour lui, il puisse échanger avec cette population pour qu'on sache que c'est lui et ne pas lui faire ombrage, parce que c'est aussi ça. Si vous êtes leader dans votre zone et que en temps vous n'avez pas de député, vous n'avez pas d'élu, et que c'est l'occasion de la présidente Patrice Talon qui vous permet de vous montrer, vous risquez de lui faire ombrage, alors que pour le moment on a d'abord besoin qu'il soit réélu avant de pouvoir faire les choses. Des affiches où on voit des responsables politiques apposer leur photo à côté de celle du candidat. J'en ai encore vu aujourd'hui voilà. dans la ville. Donc, nous bouclons aujourd'hui une semaine de campagne. On a fait la moitié donc, de la durée de campagne. Et le constat, c'est qu'au-delà des affiches, c'est vrai que tous les candidats, tous les duos, on les affiche un peu partout dans le pays. Mais il n'y a que dans l'animation de la campagne, notamment sur le plan médiatique, il y a un candidat qui semble écraser les autres. Sont-ils à bout de souffle, Nagui Balagwe? Pas forcément. En fait, ils ne peuvent pas être aussi vite. Ça, tout dépend de la machine de part de d'autres. La machine derrière le candidat Patrice Talon n'est pas la même que celle qui travaille pour le candidat Djimba ou pour le duo Corentin Coré Agossa. Et donc, ce qui rend visible un candidat, c'est de l'appareil, c'est le mécanisme, tout ce qui se passe
derrière sa campagne. On a aujourd'hui les seules occasions de visibilité que nous avons avec les autres duos, c'est quand ils se présentent par exemple dans des zones où ils vont au contact des populations, etc. Mais à part ça, il n'y a rien. Et donc, ils ne peuvent pas être présents sur le terrain tout le temps. Ça, à un moment donné, ça va être compliqué. Non, je pense que la question, c'est d'abord comment on fait pour que le duo ne se fasse pas des pots de banane. Parce que justement, vous avez dû le constater avec moi, quand le candidat Patrice Talon est quelque part, la vice-présidente Talata ne s'y trouve plus. Alors que ce n'est pas le cas chez les autres. Là, vous voyez Corentin Koroui, vous verrez Agossa. Là, vous voyez Djemba, vous voyez également Paul Rumpay qui est là. La question que je me fais, c'est qu'est-ce qui se passe pour que on ne puisse pas distinctement dire c'est tel qui est candidat, l'autre n'est que colisté. C'est vrai que les tests disent qu'il peut devenir président de la République, mais pour le moment, celui qu'on veut élire, c'est le président de la République, et donc le colistier peut peut-être être sur d'autres terrains. C'est vrai que toute la machine qui se retrouve derrière Patrice Talon aujourd'hui, c'est une grosse machine. N'oubliez pas qu'il est candidat à sa propre succession. Mais il y a également qu'au niveau des FCBE, c'est quand même une machine qui peut ou prou faire son chemin. C'est seulement au niveau du duo Corentin Koroui Agossa qu'on constate qu'il y a un ancrage national. Voilà. Oui, donc même si on ne voit pas certains de ces leaders jusqu'à présent. Oui, j'étais à l'investiture, vous m'avez fait le privilège de m'envoyer couvrir l'investiture de ce duo-là, comment dit-on, Djemba et puis Paul Rumpay. Je crois qu'à l'investiture, ils étaient tous présents. Donc déjà à ce niveau, je me suis dit, l'investiture, le démarrage de la campagne, il peut aussi également, il peut s'agir également d'une stratégie, pour dire peut-être comme leur ancrage c'est dans le nord, rester dans la zone, travailler en sourdine pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut. Et donc il ne faut pas minimiser également cette stratégie-là qui consiste à dire aux gens, ne vous affichez point, travaillez en sourdine parce que l'électorat, c'est vous qui déjà que pour FCBE, ce scrutin revêt un enjeu capital du point de vue de sa présence sur la scène politique. Désormais, il y a plusieurs partis politiques qui se réclament de l'opposition. Il y a les démocrates et beaucoup d'autres, PER, ou bien comment ça s'appelle, le parti de Nathanaël Coty. Oui, PER. Alors, ils doivent davantage travailler à assurer un ancrage, maintenir la position de chef de file de l'opposition du Dieudonné Katakula. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe au sein des forces Kori pour un Bénin émergent, ou la force Kori pour un Bénin émergent, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. C'est bien la force Kori pour un Bénin émergent, il n'y a plus de S à force. Ah, d'accord. Donc, moi, je ne comprends pas parce que vous avez l'occasion unique de contrarier la suprématie on peut le dire ainsi, du candidat Patrice Talon qui est président de la République à sa propre subsection. Donc, et ils ont cette occasion unique de pouvoir contrarier le chef de l'État, d'aller même au-delà de leur fief, de leurs militants naturels et de leurs leaders naturels, d'aller piocher même dans les voix de ceux qui n'ont pas pu participer aux élections. Chez les démocrates, il y a des gens qui sont là. Pourquoi ils n'ont pas cherché à ratisser l'âge des gens de l'autre côté de l'opposition pour pouvoir susciter un mouvement anti-Talon, si on peut parler ainsi, et contrarier peut-être les plans de l'actuel chef de l'État candidat à sa propre succession. Ce qu'on remarque, c'est que, c'est comme je le disais la dernière fois, les gens sont candidats par défaut, on dirait. Les gens ne savaient pas qui serait candidat. Et donc, les gens même ont été surpris d'être le porte-flambeau des forces Kori pour un Bénin émergent, et puis l'autre côté, restaurer la confiance, où pendant que le parti même cherche ses parrainages, il y a des membres du parti qui ont déjà parrainage et qui attendent, et ils ne savent même pas s'ils seront candidats. Donc, moi, je crois que apparemment, ils ont du mal à rallier le parti à leur cause. Ce matin, la question à Ironé Agossa. Si c'était une stratégie, ce n'est pas une bonne, parce qu'aujourd'hui, on voit le candidat Djemba Rumpay faire campagne pratiquement, le duo Djemba et Rumpay faire campagne pratiquement seul. Les leaders du parti sont des gens qui ont également des fiefs, qui auraient pu des ancrages. Ce sont d'anciens députés, d'anciens ministres, d'anciens directeurs. Oui, écoutez, vous faites une émission ici maintenant. Dans l'hypothèse que ce soit une stratégie, au moins pendant les sorties du candidat, on aurait pu quand même voir une ou deux têtes avec le duo pour que quand même leur présence physique puisse quand même apporter peser son... Attendons peut-être que le duo aille dans certains fiefs, notamment dans la Liborie, le Borgou, ou le directeur de campagne qui est beaucoup plus ancré à Parakou. On va peut-être mieux apprécier pour voir si effectivement... Parce que n'oubliez pas justement, n'oubliez pas que FCBE n'avait que 6 élus communaux. Et donc si ce parti devait compter sur ces élus communaux, il n'irait pas à cette élection présidentielle. Il a fallu forcément que des élus BR et UP l'accompagnent dans ce truc. Donc
Ils ont eu tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, attendons qu'ils aillent dans leur fief pour voir ce que ça va donner. Alors, on verra ce que ça va donner. Et notamment, lundi est là pour nous permettre d'avoir d'autres éléments de commentaires par rapport à cette campagne électorale. De donner Katakula, merci d'être passé. Merci à vous, Nagui Balagbe, Amala Naboussou. C'est moi. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui dans Politiquement Chaud, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau depuis Calavi. Portez-vous bien en attendant.